Le froid mordant de février s'infiltrait à travers les fenêtres du bus interurbain, créant une fine buée sur les vitres qui transformait le paysage polonais en aquarelle floue. Anna Kowalska serrait instinctivement sa fille Kasia contre elle, sentant le petit corps chaud de l'enfant de 6 ans se blottir naturellement dans la chaleur de son manteau. Ce voyage vers Gdańsk n'était pas prévu, mais la vie avait ses urgences. Sa mère était tombée malade et Anna devait être là. « Maman, j'ai soif !» murmura Kasia, ses grands yeux bruns levés vers sa mère avec cette confiance absolue que seuls les enfants possèdent. Anna caressa doucement les cheveux châtains de sa fille, ces boucles rebelles qu'elle avait héritées de son père. « Nous allons bientôt nous arrêter, ma chérie. Tu pourras boire quelque chose et te dégourdir les jambes. » Le bus ronronnait sur la route nationale 58. Cette artère qui traversait la Massurie comme une cicatrice grise dans le paysage hivernal. Anna observait les autres passagers, des visages fatigués, des histoires silencieuses, chacun portant son propre fardeau vers une destination qui représentait soit l'espoir, soit la résignation. Elle reconnaissait cette expression dans le miroir, chaque matin depuis que Tomasz l'avait quittée l'année précédente. Le divorce avait été difficile, mais pas autant que d'expliquer à Kasia pourquoi papa ne vivait plus avec elle. L'enfant avait développé une tendance à s'accrocher davantage à sa mère, comme si elle craignait qu'Anna aussi disparaisse un jour. Cette pensée serrait le cœur d'Anna. Elle ne pouvait pas imaginer un monde sans sa petite fille. Le conducteur, un homme des âges moyens avec des cheveux grisonnants et des rides profondes autour des yeux, annonça soudain « Mesdames et messieurs, nous devons faire un arrêt technique non programmé. Problème mineur avec le système de refroidissement. 20 minutes maximum. » Un murmure de contrariété parcourut le véhicule. Anna regarda par la fenêtre et vit qu'ils s'approchèrent d'une station-service isolée, perdue au milieu de nulle part. L'endroit semblait sorti d'un autre temps avec ses bâtiments bas et sa signalisation délavée par les intempéries. « Est-ce qu'on peut descendre, maman ?» demanda Kasia, ses yeux s'illuminant à la perspective d'une aventure, même petite. Anna hésita un instant. L'endroit lui donnait une impression étrange, une sensation qu'elle ne pouvait pas nommer. Peut-être était-ce simplement l'isolement, ou la façon dont les lumières de la station semblaient vaciller dans la pénombre de l'après-midi hivernal. « D'accord, mais tu restes près de moi », dit-elle finalement, touchée par l'enthousiasme de sa fille. Le bus s'arrêta avec un soupir hydraulique et les passagers commencèrent à descendre lentement, engourdis par le voyage. Anna prit la main de Kasia fermement dans la sienne, sentant les petits doigts froids à travers ses gants. L'air extérieur était glacial, mordant leurs joues exposées. La station-service était plus grande qu'elle ne l'avait semblé depuis la route. Il y avait le bâtiment principal avec ses pompes à essence, une petite épicerie attenante et quelques structures plus anciennes qui semblaient abandonnées depuis longtemps. Des arbres dénudés encerclaient l'endroit comme des sentinelles silencieuses. « Regarde, maman, il y a des bonbons là-bas !» s'exclama Kasia, pointant vers la vitrine éclairée de l'épicerie. Anna sourit malgré son malaise persistant. « Tu as dit que tu avais soif, pas faim, petite gourmande. » Elles entrèrent dans le magasin, où la chaleur artificielle contrastait brutalement avec le froid extérieur. Un homme des âges moyens derrière le comptoir les salua d'un hochement de tête distrait. Anna remarqua qu'il avait des yeux fatigués, comme s'il avait vu trop de voyageurs passer sans jamais vraiment s'arrêter. Kasia se dirigea immédiatement vers le réfrigérateur contenant les boissons, ses petites mains se pressant contre le verre froid. Celui-ci, maman, dit-elle en pointant vers un jus de pomme dans un emballage coloré. Anna paya rapidement, pressée par un sentiment d'urgence qu'elle ne comprenait pas. Elle avait hâte de remonter dans le bus, de reprendre la route vers Gdańsk, vers sa mère malade qui l'attendait. Cette station-service, avec son atmosphère étrange et ses recoins sombres, lui donnait des frissons qu'elle attribuait au froid et à la fatigue. « Merci, monsieur », dit-elle au commerçant, qui répondit par un grognement poli. En sortant, Anna réalisa qu'elle devait absolument utiliser les toilettes avant de repartir. C'était maintenant ou jamais.
Elle ne voulait pas demander un autre arrêt. « Kasia, ma chérie, je vais aux toilettes rapidement. Tu peux retourner dans le bus et m'attendre à notre place. Tu te souviens, la rangée 8. » Kasia hocha la tête avec sérieux, tenant fermement son jus de pomme. « Oui, maman. » Rangée 8. Anna la regarda éloignée vers le bus, sa petite silhouette se découpant dans la lumière déclinante. Le conducteur était debout près de la porte, fumant une cigarette et vérifiant quelque chose sous le capot. D'autres passagers déambulaient autour du véhicule, certains fumant, d'autres simplement profitant de l'air frais malgré le froid. Les toilettes étaient situées à l'arrière du bâtiment principal, dans un petit couloir sombre qui sentait le désinfectant et l'humidité. Anna fit vite, pressée par une anxiété croissante qu'elle ne pouvait pas expliquer. Peut-être était-ce le stress du voyage, ou l'inquiétude pour sa mère, ou simplement cette sensation de être dans un endroit qui ne lui était pas familier. Quand elle revint vers le bus, elle vit le conducteur qui refermait le capot et essuyait ses mains avec un chiffon gras. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, juste un petit problème de liquide de refroidissement. Nous pouvons repartir maintenant. » Anna monta dans le bus, un sourire aux lèvres, prête à retrouver Kasia et à reprendre leur voyage. Mais quand elle arriva à la rangée 8, son sourire évanouit. Le siège était vide. « Kasia !» appela-t-elle, pensant que sa fille avait peut-être changé de place. Elle parcourut rapidement les rangées, vérifiant chaque siège, chaque visage. Les passagers commençaient à remonter, mais aucun d'eux n'était sa petite fille aux boucles châtaines. « Excusez-moi » dit-elle à une dame âgée assise près de la fenêtre. « Avez-vous vu une petite fille, 6 ans, cheveux bouclés, manteau rouge ?» La dame secoua la tête avec compassion. « Non, ma chère, je n'ai vu aucun enfant. » Le cœur d'Anna commença à battre plus vite. Elle descendit précipitamment du bus, cherchant des yeux la silhouette familière de sa fille. Peut-être était-elle retournée dans le magasin ou aux toilettes, ou simplement en train d'explorer les environs avec la curiosité naturelle d'une enfant de 6 ans. « Kasia !» cria-t-elle, sa voix portant dans l'air froid. « Kasia, où es-tu » Le conducteur la regarda avec inquiétude. « Il y a un problème, madame ?»« Ma fille. » Elle était censée retourner dans le bus, mais elle n'y est pas. D'autres passagers commencèrent à remarquer l'agitation d'Anna. Certains descendirent pour l'aider à chercher, appelant le nom de Kasia dans toutes les directions. Le commerçant de la station sortit également, alerté par les cris. « Une petite fille avec des cheveux bouclés ? Oui, je l'ai vue. Elle a acheté un jus de pomme il y a environ 15 minutes. Je pensais qu'elle était repartie avec vous. » Anna sentit sa gorge se serrer. Elle était censée retourner directement dans le bus. Ils cherchèrent partout dans le magasin, autour des bâtiments, derrière les structures abandonnées. Chaque minute qui passait rendait la situation plus irréelle, plus terrifiante. Comment une enfant pouvait-elle simplement disparaître dans un endroit aussi petit et ouvert? Le conducteur finit par appeler la police depuis son téléphone portable. « Oui, nous avons une enfant disparue à la station-service de la route 58, kilomètre 47. 6 ans, cheveux châtains bouclés, manteau rouge. » Anna s'effondra sur un banc près de la station, ses jambes ne pouvant plus la porter. Cette situation ne pouvait pas être réelle. Kasia était là, avec elle, il y a quelques minutes. Elle avait ses yeux confiants, son sourire innocent, sa façon de tenir fermement son jus de pomme comme si C était un trésor. « Madame, pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé ?» demanda le conducteur, s'accroupissant près d'elle. Anna leva les yeux vers lui, remarquant pour la première fois que ses mains tremblaient légèrement. Elle est allée directement vers le bus. Je l'ai vue marcher vers vous. Vous étiez près de la porte. Le conducteur fronça les sourcils. J'ai eu une brève conversation avec quelqu'un, mais je ne me souviens pas. C était très rapide. J était concentré sur le problème mécanique. Quelqu'un? Qui? Je ne sais pas. Un enfant m'a dit quelque chose, mais J était distrait. J'ai répondu automatiquement. Anna sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Je ne me souviens pas exactement. Quelque chose à propos d'attendre quelqu'un ou de quelqu'un qui l'attendait. J'ai hoché la tête et j'ai continué mon travail. Le bruit des sirènes de police commença à se faire entendre au loin, se rapprochant rapidement. Anna ferma les yeux, essayant de comprendre ce qui avait pu se passer. Kasia était obéissante. Elle n'aurait jamais quitté la station sans permission. Quelqu'un avait dû lui dire quelque chose, lui faire croire qu'elle devait aller quelque part. Mais qui? Et pourquoi? Et surtout, où était sa petite fille maintenant, dans cette étendue glacée de Massuri, si loin de tout et de tous? Les voitures de police arrivèrent comme des phares dans la nuit tombante, leurs gyrophares peignant le paysage de couleurs rouges et bleues. Anna se leva, prête à revivre chaque minute de cette journée, chaque détail qui pourrait aider à retrouver Kasia. Elle ne savait pas encore que était le début d'un cauchemar qui allait durer des années, et que cette station-service perdue au milieu de nulle part allait devenir le centre d'un mystère qui défierait toute logique et toute compréhension. Les policiers descendirent de leur véhicule avec l'efficacité professionnelle de ceux qui ont l'habitude des urgences. Le commissaire Janusz Kowalski, un homme dans la cinquantaine avec des cheveux gris clairsemés et des yeux perçants, s'approcha d'Anna avec une expression à la fois compatissante et déterminée. « Madame, je suis le commissaire Kowalski. Pouvez-vous me décrire votre fille et me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Anna répéta son histoire, sa voix tremblante mais précise. Kasia, 6 ans, cheveux châtains bouclés, manteau rouge, jus de pomme, retour vers le bus. Chaque détail était gravé dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. « Combien de temps vous êtes-vous absenté ?» demanda le commissaire. « Pas plus de 10 minutes. J'y étais aux toilettes, et quand je suis revenu... » Sa voix se brisa. Le commissaire hocha la tête avec compréhension et se tourna vers ses collègues. « Établissez un périmètre de sécurité. Personne ne part d'ici avant qu'on ait interrogé tout le monde. » Les projecteurs de la police illuminèrent la station-service d'une lumière crue et artificielle, transformant l'endroit en une scène de théâtre surréaliste. Anna regardait les policiers fouiller méthodiquement chaque recoin, chaque bâtiment, chaque buisson, avec l'espoir désespéré qu'ils allaient la trouver cachée quelque part, peut-être endormie, peut-être effrayée, mais saine et sauve. Mais les heures passaient, et Kasia restait introuvable, comme si elle avait simplement cessé d'exister dans cet endroit perdu au milieu de la Massurie, où le vent hivernal portait maintenant les appels désespérés de sa mère qui résonnaient dans le vide glacé de la nuit tombante. Les projecteurs de la police transformaient la station-service en une scène théâtrale cauchemardesque. Anna était assise dans une voiture de patrouille, une couverture sur les épaules, regardant les officiers fouiller chaque centimètre carré avec une précision méthodique qui lui brisait le cœur. Chaque buisson examiné, chaque recoin exploré sans résultat renforçait la terrible réalité. Kasia avait véritablement disparu. Le commissaire Kowalski revenait régulièrement vers elle, posant les mêmes questions avec des variations subtiles, cherchant un détail qui aurait pu leur échapper. Anna répondait avec la patience de la désespération, répétant inlassablement les mêmes informations, espérant qu'un élément nouveau surgisse de sa mémoire. « Madame Kowalska, votre fille avait-elle l'habitude de parler aux inconnus ?» demanda le commissaire pour la 3e fois. « Non, jamais. » Kasia était plutôt timide avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle se cachait derrière moi quand quelqu'un lui parlait. Anna s'arrêta, frappée par une pensée. Mais si quelqu'un lui avait dit qu'il venait de ma part, qu'il fallait qu'elle me suive quelque part, le commissaire nota soigneusement cette possibilité. Qui savait que vous voyagiez aujourd'hui? Qui aurait pu savoir que vous seriez dans ce bus? Anna réfléchit intensément. Personne de spécifique. J'ai acheté les billets hier soir à la gare. J'ai peut-être mentionné le voyage à quelques collègues, mais elle s'interrompit, réalisant l'absurdité de ses propres mots. Qui aurait pu organiser quelque chose d'aussi précis? Qui aurait pu savoir qu'il ferait un arrêt technique non programmé dans cette station-service particulière?
L'idée d'une préméditation semblait impossible, mais alors comment expliquer la disparition de Kasia? À 3 heures du matin, les chiens pisteurs arrivèrent de Holstein. Anna regarda les bergers allemands renifler méthodiquement les affaires de Kasia, son petit sac à dos, son écharpe laissée dans le bus, quelques miettes de biscuits trouvées dans sa poche. Les chiens suivirent une piste qui les mena de l'épicerie vers le bus, puis s'arrêtèrent net près de la porte du véhicule. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Anna, son cœur battant d'espoir. Le maître chien, un homme expérimenté avec des rides profondes autour des yeux, secoua la tête avec frustration. « La piste s'arrête ici. C'est comme si elle avait simplement cessé d'exister à cet endroit. » Anna sentit ses jambes se dérober sous elle. Comment une enfant pouvait-elle disparaître sans laisser de traces? Sans odeur que les chiens puissent suivre? Sans témoin, sans indice, sans explication logique? Le conducteur, Marek Nowak, fut interrogé longuement. L'homme dans la cinquantaine paraissait de plus en plus nerveux à mesure que les questions se succédaient. Il répétait sa version des faits. Il était concentré sur le problème mécanique. Quelqu'un lui avait parlé brièvement, mais il n'avait pas vraiment fait attention. « Monsieur Nowak, vous conduisez cette ligne depuis combien de temps ?» demanda le commissaire. « 12 ans, monsieur le commissaire. J'ai un dossier irréprochable, jamais eu le moindre problème. » Et pourtant, vous ne vous souvenez pas de ce qu'un enfant vous a dit il y a quelques heures? Marek passa une main tremblante dans ses cheveux grisonnants. J était préoccupé par le moteur. Quand on travaille dans ce métier depuis longtemps, on développe des automatismes. Les passagers nous parlent constamment, on répond poliment sans toujours écouter vraiment. Anna observait cet échange depuis la voiture de patrouille, scrutant le visage du conducteur. Quelque chose dans son attitude la dérangeait, mais elle ne pouvait pas déterminer quoi exactement. Était-ce de la culpabilité, de la peur, ou simplement le stress de être interrogé par la police? Les autres passagers furent questionnés un par un. 29 personnes qui avaient partagé le même voyage, le même arrêt, le même moment critique. Mais leurs témoignages étaient d'une uniformité déconcertante. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Personne n'avait vu Kasia après qu'elle soit descendue du bus avec Anna. Une femme âgée, Madame Kowalczyk, pensait avoir aperçu une petite silhouette près des bâtiments abandonnés derrière la station, mais elle n'en était pas certaine. « Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient », admit-elle avec tristesse. « Cela aurait pu être n'importe quoi. Un chat, une ombre, mon imagination. » Un homme d'affaires affirma avoir vu une voiture quitter la station peu après l'arrivée du bus. Mais il ne pouvait pas donner de description précise. J était au téléphone avec un client. J'ai juste noté qu'un véhicule partait, mais je n'ai pas fait attention au modèle ou à la couleur. Chaque témoignage apportait plus de frustration que de clarté. Comment tant de personnes pouvaient-elles être présentes dans un endroit aussi petit sans qu'aucune n'ait été témoin d'un incident aussi grave? L'aube commençait à poindre quand les techniciens de la police scientifique arrivèrent avec leur équipement. Ils photographièrent chaque centimètre de la station-service, relevèrent des empreintes digitales sur toutes les surfaces possibles, prélevèrent des échantillons de terre et de poussière. Anna les regardait travailler avec une fascination morbide, espérant qu'ils découvriraient un indice que les premières recherches avaient manqué. Le propriétaire de la station-service, un homme corpulent d'une 60aine d'années nommé Stanisław Kowalski, arriva vers 6 heures du matin, alerté par la police. Il paraissait sincèrement choqué par la situation. « Une enfant disparue? Ici? Mais c'est impossible. J'ai installé des caméras de sécurité partout il y a 2 ans, après quelques cambriolages. » Le commissaire Kowalski releva la tête avec intérêt. « Des caméras? Pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt? J'y étais chez moi, je dormais. Mon employé de nuit ne m'a pas prévenu qu'il y avait un problème. » Ils se dirigèrent vers le bureau situé derrière l'épicerie où un système de surveillance rudimentaire enregistrait les images de 4 caméras. Anna suivit le groupe, son cœur battant d'espoir.
Enfin, ils allaient voir ce qui était arrivé à Kasia. Mais l'espoir fut de courte durée. 3 des 4 caméras fonctionnaient correctement, montrant l'intérieur de L épicerie, les pompes à essence, et une vue générale de la façade. La 4e, celle qui aurait dû filmer la zone entre l'épicerie et le bus, était en panne depuis une semaine. « Quelle coïncidence !» murmura le commissaire avec amertume. Les images disponibles montraient effectivement Kasia entrant et sortant de l'épicerie, tenant son jus de pomme, marchant vers le bus. Mais dès qu'elle sortait du champ de vision de la caméra, elle disparaissait dans un angle mort parfait. Comme si quelqu'un avait calculé précisément où l'emmener pour éviter d'être filmé. Anna regardait les images en boucle, observant les derniers moments où elle pouvait voir sa fille. Kasia paraissait normale, détendue, sans signe de peur ou de détresse. Elle tenait fermement son jus de pomme et regardait vers le bus avec l'expression confiante d'un enfant qui rentre simplement vers sa mère. « Repassez cette séquence », demanda Anna, pointant vers l'écran. Le policier rembobina les images. Anna scruta chaque détail, la façon dont Kasia marchait, l'angle de sa tête, ses gestes. Quelque chose la dérangeait, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. « Là », dit-elle soudain, « regardez bien. » Elle ne marche pas directement vers le bus. Elle s'arrête et regarde vers la gauche, vers quelque chose ou quelqu'un hors champ. Tous les regards se concentrèrent sur elle. Écran. Effectivement, Kasia marquait une pause. Tournait légèrement la tête, puis modifiait sa trajectoire, sortant du champ de vision de la caméra. « Quelqu'un l'a appelée », murmura Anna, sentant une terreur glacée l'envahir. Quelqu'un qu'elle connaissait ou quelqu'un qui a su la convaincre de le suivre. Le commissaire Kowalski ordonna immédiatement une extension des recherches. Si Kasia avait été emmenée par quelqu'un, cette personne avait eu toute la nuit pour s'éloigner. Chaque minute qui passait diminuait les chances de la retrouver. Des barrages routiers furent établis sur toutes les routes principales de la région. L'alerte enlèvement fut diffusée à travers tout le pays. La photo de Kasia, prise quelques semaines plus tôt pour son passeport, commença à apparaître sur tous les écrans de télévision et dans tous les journaux. Anna fut ramenée à Białystok dans la matinée, officiellement pour se reposer, mais en réalité pour permettre à la police de fouiller son appartement et de vérifier ses antécédents. Elle comprenait la nécessité de ces procédures, mais chaque heure passée loin de la zone des recherches lui était insupportable. Son petit appartement lui semblait étranger, hanté par l'absence de Kasia. Les jouets éparpillés dans la chambre d'enfant, les dessins collés sur le réfrigérateur, l'odeur du shampoing parfumé dans la salle de bain, tout lui rappelait douloureusement que sa fille était plus là. La mère d'Anna, Kristina, arriva de Gdańsk malgré sa maladie. Elle trouva sa fille assise sur le canapé, fixant le téléphone comme si elle pouvait le faire sonner par la seule force de sa volonté. « Ma chérie, il faut que tu manges quelque chose », dit Kristina en s'asseyant à côté d'Anna. « Je ne peux pas. Comment pourrais-je manger alors que Kasia a peut-être faim quelque part ?» Kristina prit sa fille dans ses bras, sentant son corps trembler de chagrin et de épuisement. « La police fait tout ce qu'elle peut. Il faut garder espoir. » Mais l'espoir était une denrée rare dans cette situation. Chaque appel téléphonique d'un inconnu qui prétendait avoir vu Kasia quelque part se révélait être une fausse piste. Chaque jour qui passait sans nouvelles rendait la situation plus désespérée. Une semaine après la disparition, Anna reçut la visite d'une psychologue de la police, Dr Magdalena Pawlak. C était une femme dans la quarantaine, avec des cheveux courts et des yeux compassionnels qui avaient certainement vu beaucoup de souffrance. « Madame Kowalska, je sais que c'est difficile, mais il faut que nous parlions de la possibilité que Kasia ne soit pas retrouvée rapidement. » Anna se raidit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Dans les cas d'enlèvement d'enfants, les premières 48 heures sont cruciales. Après cela, les statistiques. » « Je ne veux pas entendre parler de statistiques, » coupa Anna. « Ma fille est vivante et elle va revenir à la maison. » Dr Pawlak hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr. Mais il est important que vous compreniez que cette épreuve peut durer longtemps.
Vous allez avoir besoin de soutien, de ressources pour continuer. Anna regardait cette femme bien intentionnée, réalisant qu'elle représentait une réalité qu'elle refusait d'accepter. L'idée que la disparition de Kasia puisse devenir une affaire de mois ou d'années lui était insupportable. « Docteur, dites-moi sincèrement, dans votre expérience, qu'est-ce qui a pu arriver à ma fille ?» Docteur. Pavlak choisit ses mots avec précaution. Il y a plusieurs possibilités. Enlèvement par un inconnu, mais c'est statistiquement rare. Enlèvement par quelqu'un de l'entourage, ce qui est plus fréquent. Accident suivi de dissimulation. Ou quoi? Ou quelque chose de plus complexe que nous ne comprenons pas encore. Cette dernière possibilité hantait Anna. L'idée que la disparition de Kasia puisse être liée à quelque chose d'organisé, de prémédité, quelque chose qui dépassait le cadre d'un incident isolé, lui glaçait le sang. Le soir même, elle reçut un appel du commissaire Kowalski. Sa voix était tendue, chargée d'une information qu'il hésitait à partager. « Madame Kowalska, il y a eu un développement dans l'enquête. Le conducteur du bus, Marek Novak, a demandé à être muté sur une autre ligne. Il a invoqué des raisons personnelles. Mais quoi? Mais son comportement depuis la disparition de votre fille est inhabituel. Il a consulté un psychologue. Il a des troubles du sommeil. Il refuse de repasser par cette station-service, comme s'il savait quelque chose qu'il ne nous dit pas. » Anna sentit son cœur s'accélérer. « Vous pensez qu'il est impliqué? Je ne sais pas, mais nous le gardons sous surveillance discrète. S'il sait quelque chose, il finira par commettre une erreur. » Après avoir raccroché, Anna se retrouva seule dans le silence de son appartement. Quelque part dans la nuit polonaise, sa petite fille était peut-être en vie, peut-être effrayée, peut-être appelant sa maman. Cette pensée lui donnait la force de continuer, mais aussi une douleur si intense qu'elle avait parfois l'impression que son cœur allait s'arrêter. Elle s'endormit ce soir-là en serrant contre elle la peluche préférée de Kasia, un petit ours en peluche usé qui sentait encore l'odeur de shampoing et d'innocence de sa fille disparue. Les semaines se transformèrent en mois et Anna développa une routine qui oscillait entre l'action désespérée et l'attente paralysante. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir irrationnel que Kasia serait revenue pendant la nuit, qu'elle la trouverait endormie dans son petit lit. Chaque matin, la réalité la frappait avec la violence d'une gifle glacée. Elle avait transformé sa table de cuisine en centre de commandement improvisé. Des cartes de la région de Masuri étaient étalées partout, marquées de points rouges indiquant les endroits fouillés, de croix bleues pour les témoignages non confirmés, de cercles verts pour les pistes abandonnées. Des photos de Kasia étaient punaisées sur tous les murs comme un sanctuaire dédié à sa mémoire vivante. « Anna, tu ne peux pas continuer comme ça », lui dit sa sœur Ewa lors d'une de ses visites hebdomadaires. « Tu as perdu au moins 10 kilos. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» Anna leva les yeux de la pile de témoignages qu'elle relisait pour la 100e fois. « Comment peux-tu me parler de nourriture quand ma fille a peut-être faim quelque part ? Justement, si elle revient, elle aura besoin d'une mère en bonne santé, pas d'un fantôme. » Mais Anna ne pouvait pas s'arrêter. Chaque jour, elle sillonnait les routes de Masuri dans sa vieille Fiat rouge, s'arrêtant dans chaque village, montrant la photo de Kasia à quiconque acceptait de la regarder. Les visages se ressemblaient tous après un moment. D'abord la compassion, puis la gêne. Enfin cette expression polie qui signifiait « encore cette femme folle qui cherche son enfant mort ». Car c'est ce que les gens pensaient. Anna le sentait. Après 3 mois sans nouvelles, sans rançon, sans corps, la plupart avaient tiré leurs propres conclusions. Seule Anna refusait d'accepter cette logique cruelle. Un jour de mai, elle rencontra Père Kazimierz dans l'église de Djijiko. Le vieil homme officiait dans cette région depuis 40 ans et connaissait chaque famille, chaque secret, chaque tragédie qui avait marqué ces terres. « Mon enfant », dit-il en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Anna. « J'ai prié pour votre petite Kasia chaque jour depuis sa disparition. Père, dans toutes vos années ici,
Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose de similaire? D'enfants qui disparaissent sans laisser de traces? Le prêtre hésita longuement avant de répondre. Il y a eu des histoires, des rumeurs, mais rien de confirmé, rien d'officiel. Quelles histoires? Des familles qui ont perdu des enfants dans des circonstances étranges. Toujours dans des endroits isolés, toujours sans témoins. Mais Anna, ce sont peut-être simplement des coïncidences tragiques. Anna sentit son cœur s'emballer. Combien d'enfants? Sur quelle période? Je ne devrais pas alimenter vos espoirs avec des rumeurs. Père, je vous en supplie, j'ai besoin de savoir. Le vieil homme soupira profondément. Peut-être 5 ou 6 cas sur les 20 dernières années. Toujours des enfants entre 4 et 8 ans. Toujours dans cette région. Mais Anna, la police a certainement enquêté sur ces liens possibles. Anna quitta l'église avec une détermination renouvelée. Elle se rendit immédiatement au commissariat d'Olsztyn pour demander des informations sur ces autres disparitions. Le commissaire Kowalski l'a reçue avec la patience lassée de quelqu'un qui avait eu cette conversation trop souvent. Madame Kowalska, nous avons effectivement étudié tous les cas de disparition d'enfants dans la région. Il n'y a pas de schéma cohérent, pas de preuve d'un prédateur en série. Mais les similitudes sont des coïncidences. Cette région est isolée, avec beaucoup de forêts et de lacs. Les accidents sont malheureusement fréquents. Anna N. n'était pas convaincue. Elle commença ses propres recherches, contactant les familles des autres enfants disparus. Ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur et d'espoir à la fois. Tomek Wojcik, 6 ans, disparu en 2003 près d'un lac isolé pendant une sortie familiale. Maya Kowalczyk, 5 ans, volatilisé en 2006 lors d'un pique-nique dans la forêt. Paweł Nowak, 7 ans, évanoui en 2007 pendant une excursion scolaire. Tous dans la même région, tous dans des circonstances similaires, un moment d'inattention, et l'enfant disparaissait sans laisser de traces. « Vous voyez, » dit Anna au commissaire lors de leur rencontre suivante, « il y a forcément un lien. Madame Kowalska, ces cas ont été étudiés séparément et ensemble. Il n'y a aucune preuve matérielle, aucun témoin, aucun indice qui permette d'établir une connexion. Mais la probabilité statistique est faible, je vous l'accorde. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve. Je comprends votre besoin de trouver une explication. Mais nous ne pouvons pas enquêter sur des théories. » Anna repartit frustrée, mais pas découragée. Si la police ne voulait pas voir les liens, elle les établirait elle-même. Elle créa un dossier détaillé sur chaque disparition, cherchant des points communs que les enquêteurs officiels auraient pu manquer. C'est ainsi qu'elle remarqua quelque chose d'intrigant. Dans 3 des 6 cas, y compris celui de Kasia, les familles avaient utilisé les services de transport de la compagnie Masuria Express, la même compagnie que celle du bus où Kasia avait disparu. Cette découverte l'amena à enquêter sur Marek Nowak, le conducteur. Elle apprit qu'il travaillait pour Masuria Express depuis 12 ans, qu'il conduisait différentes lignes selon les besoins et qu'il avait effectivement été de service lors de 2 des autres disparitions. « C'est lui », murmura-t-elle seule dans son appartement, fixant la photo de Marek Nowak qu'elle avait obtenue auprès de la compagnie. Il était là chaque fois. Mais quand elle apporta cette information à la police, elle se heurta encore une fois à leur scepticisme. Madame Kowalska, Marek Nowak a été interrogé longuement. Son alibi pour chaque incident a été vérifié. De plus, dans au moins 2 cas, il était en service, mais pas sur les lieux exacts des disparitions. Mais il aurait pu communiquer les informations à quelqu'un d'autre. Il aurait pu être le complice. Le commissaire Kowalski la regarda avec une expression mélange de compassion et d'exaspération. Complice de qui? De quoi? Madame, je comprends votre douleur, mais vous êtes en train de construire une théorie du complot basée sur des coïncidences. Anna quitta le commissariat plus déterminée que jamais. Si la police ne voulait pas l'écouter, elle mènerait sa propre enquête. Elle commença à surveiller Marek Nowak, suivant discrètement ses trajets, notant ses habitudes, cherchant une faille dans son comportement.
Ce qu'elle découvrit la surprit. Depuis la disparition de Kasia, Marek avait effectivement changé. Il buvait plus, dormait mal, évitait certains trajets. Sa femme avait confié à une voisine qu'il faisait des cauchemars et parlait dans son sommeil. Un soir de juin, Anna prit une décision risquée. Elle l'attendit à la sortie de son travail et l'aborda directement. « Monsieur Novak, je suis Anna Kowalska, la mère de Kasia. » L'homme pâlit instantanément. « Madame, je suis désolé pour votre fille. J'aimerais pouvoir vous aider, mais vous pouvez m'aider. Vous savez quelque chose que vous ne dites pas. » Marek regarda autour de lui nerveusement. « Je ne sais rien. J'ai dit tout ce que je savais à la police. Alors pourquoi ne dormez-vous plus? Pourquoi avez-vous demandé à changer de ligne? Qu'est-ce qui vous fait si peur ?» L'homme la fixait avec des yeux où Anna lisait une terreur profonde. « Madame, laissez tomber. Certaines choses sont plus grandes que nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mais Marek S. éloignait déjà, pratiquement en courant vers sa voiture. Anna resta sur le trottoir, le cœur battant. Cette phrase « certaines choses sont plus grandes que nous » résonnait dans sa tête comme un avertissement. Cette nuit-là, elle reçut un appel anonyme. Une voix d'homme, déformée, presque chuchotée. « Arrêtez de chercher. Votre fille va bien, mais si vous continuez, elle ne le restera pas. » Anna laissa tomber le téléphone, ses mains tremblant violemment. L'appel confirmait ses pires craintes. Kasia était vivante, mais retenue quelque part. Et quelqu'un la surveillait. Elle, Anna, surveillait ses recherches. Elle appela immédiatement la police, mais l'appel n'avait pas pu être tracé. Le commissaire Kowalski lui conseilla la prudence. Mais Anna sentait qu'il ne prenait pas la menace au sérieux. « Madame, il y a beaucoup de malades mentaux qui s'amusent à tourmenter les familles de victimes. Ce haine était probablement pas sérieux. » Mais Anna savait que C était sérieux, très sérieux. Et pour la première fois depuis la disparition de Kasia, elle eut peur. Pas seulement pour sa fille, mais pour elle-même. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Assise près de la fenêtre de sa chambre, elle surveillait la rue, guettant des mouvements suspects, des voitures qui passaient trop lentement. À l'aube, elle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Si quelqu'un voulait qu'elle arrête de chercher, c'est qu'elle était sur la bonne voie. Quels que soient les risques, elle n'abandonnerait pas Kasia, mais elle devrait être plus intelligente, plus discrète, plus rusée que ses adversaires, car Anna commençait à comprendre qu'elle n'était pas seulement confrontée à un enlèvement isolé, elle était face à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus organisé, quelque chose qui avait des ramifications qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Quelque part dans les profondeurs de la Massurie, sa petite fille l'attendait. Et Anna était prête à tout risquer pour la ramener à la maison, même si cela devait la mener dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Elle repensa aux mots de Marek Novak. « Certaines choses sont plus grandes que nous. » Peut-être avait-il raison. Mais l'amour d'une mère pour son enfant était peut-être encore plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. L'automne 2012 arriva avec ses couleurs flamboyantes. Mais Anna ne voyait plus la beauté des paysages de Massurie. 3 ans et demi étaient écoulés depuis la disparition de Kasia, et chaque saison qui passait creusait un peu plus le fossé entre l'espoir et le désespoir. Anna avait perdu son travail d'enseignante. Trop d'absence, trop de distractions, trop de moments où elle fixait la porte de sa classe en espérant voir apparaître sa petite fille. Sa mère Christina était décédée au printemps, emportée par la maladie qui l'avait amenée à entreprendre ce voyage fatal vers Gdańsk. Anna avait assisté aux funérailles comme dans un rêve, incapable de pleurer, incapable de ressentir autre chose que ce vide béant qui avait remplacé son cœur. « Tu vas finir par mourir de chagrin », lui avait dit sa sœur Ewa après l'enterrement. « Maman n'aurait pas voulu ça pour toi. » Mais Anna ne pouvait pas abandonner. Chaque jour qui passait sans nouvelles de Kasia était un jour de plus où sa fille restait prisonnière quelque part, attendant que sa maman vienne la sauver. Cette responsabilité écrasante était à la fois ce qui la maintenait en vie et ce qui la tuait lentement. Elle avait développé un réseau informel d'informateurs dans toute la région,
chauffeurs de taxi, employés de stations-service, vendeurs de journaux, prêtres, instituteurs. Tous avaient la photo de Kasia et promettaient d'appeler Anna au moindre indice. La plupart l'avaient oubliée depuis longtemps, mais quelques-uns continuaient de chercher, touchés par sa détermination inébranlable. C'est Stanisław, le propriétaire de la station-service où Kasia avait disparu, qui l'appela ce matin de novembre. Sa voix était étrange, hésitante, comme s'il redoutait de partager ce qu'il avait à dire. « Madame Kowalska, c'est Stanisław Kowalski. Il faut que je vous voie, rapidement. » Anna sentit son cœur s'emballer. « Vous avez trouvé quelque chose ? Pas au téléphone. Retrouvez-moi à la station dans 1 heure et venez seul. » Le trajet jusqu'à la station-service lui parut interminable. Anna avait évité cet endroit maudit pendant des mois, incapable de supporter les souvenirs qu'il évoquait. Mais aujourd'hui, l'espoir de nouvelles informations était plus fort que sa douleur. Stanisław l'attendait dehors, fumant nerveusement. Il avait vieilli, ses cheveux étaient plus gris, son visage plus creusé. La disparition de Kasia avait marqué tout le monde dans la région. « Stanisław, qu'est-ce qui se passe ?» L'homme jeta sa cigarette et regarda autour de lui avec méfiance. Il y a eu un cambriolage cette nuit. Rien de grave, juste quelqu'un qui a forcé la porte de l'ancien entrepôt derrière la station. Anna fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela a à voir avec Kasia ? Suivez-moi. » Ils marchèrent vers un bâtiment délabré que Anna n'avait jamais vraiment remarqué. Stanisław ouvrit une porte grinçante et l'invita à entrer. L'endroit sentait l'humidité et la rouille. « Regardez-là, » dit-il en pointant vers un coin sombre. Anna s'approcha et vit un petit tas d'objets soigneusement disposés. Des jouets d'enfants, des vêtements de petite taille, des chaussures minuscules. Tout était ancien, usé, mais propre et arrangé avec un soin méticuleux. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Depuis combien de temps c'est là ?»« Je ne sais pas. Je n'étais jamais entré dans cet entrepôt depuis des années. La porte était toujours fermée à clé. Mais cette nuit, quelqu'un l'a forcée et j'ai trouvé ça. » Anna s'agenouilla près des objets, ses mains tremblant. Il y avait une petite robe bleue qui aurait pu appartenir à Kasia, des chaussures de la bonne pointure, une poupée aux cheveux châtains. « Stanisław, il faut appeler la police immédiatement. »« Non. » L'homme l'attrapa par le bras. « Écoutez-moi d'abord. Si j'appelle la police, ils vont tout emporter, tout analyser, et nous n'en saurons jamais plus. Mais si nous cherchons nous-mêmes... » Anna le regarda avec suspicion. « Pourquoi vous m'aidez? Qu'est-ce que vous savez d'autre ?» Stanisław soupira profondément. « Parce que j'ai une petite fille de l'âge de Kasia. Et parce que j'ai des soupçons depuis longtemps. » Quels soupçons? Cette station-service était dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père m'a raconté des histoires étranges sur cette région. Des disparitions inexpliquées, des enfants qui vanissent dans la nature. Il disait qu'il y avait quelque chose de pas normal ici. Anna sentit un frisson la parcourir. « Vous pensez à quoi exactement ?»« Je ne sais pas, mais regardez autour de vous. Nous sommes au milieu de nulle part, entourés de forêts et de lacs, l'endroit parfait pour cacher quelque chose ou quelqu'un. » Ils fouillèrent méthodiquement l'entrepôt, mais ne trouvèrent rien d'autre que cette collection macabre d'objets d'enfants. Anna prit des photos avec son téléphone portable, documentant chaque détail. « Stanisław, vous devez me promettre de ne parler de ça à personne d'autre. Si quelqu'un découvre que nous savons, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Anna réfléchit intensément. Cette découverte confirmait ses pires craintes. Kasia et les autres enfants disparus étaient probablement encore vivants ou l'avaient été récemment. Quelqu'un collectionnait leurs affaires, quelqu'un qui avait accès à cet endroit isolé. Il faut surveiller cet endroit, jour et nuit. Celui qui a laissé ces objets va peut-être revenir. Ils organisèrent un système de surveillance improvisé. Stanisław depuis sa station-service, Anna cachée dans sa voiture à différents endroits stratégiques. Pendant 2 semaines, rien ne se passa. Puis, par une nuit froide de décembre, Anna vit une silhouette se diriger vers l'entrepôt. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on puisse l'entendre.
Elle attendit que la personne entre dans le bâtiment, puis appela Stanisław et se rapprocha discrètement. À travers une fissure dans le mur, elle vit un homme agenouillé près des objets. Il était âgé, voûté et manipulait les affaires des enfants avec une tendresse troublante. Anna ne reconnut pas son visage, mais quelque chose dans sa posture lui semblait familier. L'homme resta une dizaine de minutes, puis repartit par le même chemin. Anna le suivit à distance, le cœur battant. Il se dirigea vers une vieille ferme isolée, à environ 3 kilomètres de la station-service. Le lendemain, Anna et Stanisław décidèrent d'enquêter sur cette ferme. Ils découvrirent qu'elle appartenait à un certain Józef Kowalczyk, un homme de 70 ans qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Ancien employé des chemins de fer, il était décrit par les voisins comme un homme discret, presque invisible. « Les chemins de fer », murmura Anna. Et cela expliquerait comment il peut se déplacer facilement dans toute la région sans être remarqué. Ils commencèrent à surveiller la ferme, notant les allées et venues de Józef. Anna remarqua qu'il sortait régulièrement, toujours aux mêmes heures, toujours dans la même direction, vers les bois profonds qui entourèrent sa propriété. Un matin, elle prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Elle allait suivre Józef dans les bois et découvrir où il allait. Stanisław essaya de l'en dissuader, mais Anna était déterminée. « Si Kasia est là-bas, je dois la trouver. Je ne peux pas attendre que la police prenne ça au sérieux. » Elle suivit le vieil homme à travers les bois, maintenant une distance prudente. Józef semblait connaître chaque sentier, chaque arbre, chaque raccourci. Après 1 heure de marche, il s'arrêta devant ce qui ressemblait à une ancienne bunker ou abri souterrain, camouflé par la végétation. Anna se cacha derrière un arbre et observa Józef entrer dans le bunker. Elle attendit qu'il ressorte, puis s'approcha prudemment. La porte était fermée, mais elle put entendre des voix à l'intérieur. Des voix d'enfants. Son cœur s'arrêta. Kasia était là. Sa petite fille était vivante, à quelques mètres d'elle, après 3 ans et demi de recherche désespérée. Anna sortit son téléphone pour appeler la police, mais réalisa qu'elle n'avait pas de réseau dans cette partie isolée de la forêt. Elle devait retourner vers la civilisation pour donner l'alerte, mais elle ne pouvait pas partir en laissant Kasia ici. Elle prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle allait entrer dans ce bunker et récupérer sa fille, quelles qu'en soient les conséquences. En s'approchant de la porte, elle entendit plus distinctement les voix. Il y avait au moins 3 ou 4 enfants, et ils ne semblaient pas en détresse immédiate. Ils parlaient, riaient, même parfois, comme s'ils étaient habitués à cet endroit. Anna poussa doucement la porte et descendit quelques marches. Ce qu'elle vit la figea sur place. Le bunker avait été aménagé comme une sorte de foyer pour enfants. Il y avait des lits, des jouets, des livres, même une petite cuisine. Et là, assise à une table en train de dessiner, se trouvait Kasia. Sa petite fille avait grandi. Elle était plus grande, ses cheveux plus longs, mais était bien elle. Anna dut se retenir de crier son nom. Józef était assis dans un fauteuil, regardant les enfants avec l'expression bienveillante d'un grand-père. Il y avait 4 enfants en tout. Kasia et 3 autres que Anna ne reconnut pas, mais qui correspondaient aux descriptions des enfants disparus au fil des années. « Grand-père Józef », dit Kasia d'une voix que Anna reconnut à peine. « Quand est-ce que maman va revenir me chercher ?» Le vieil homme sourit tristement. « Bientôt, ma petite, ta maman te cherche toujours. Elle t'aime beaucoup. » Anna sentit les larmes couler sur ses joues. Józef n'était pas un monstre. Il s'occupait des enfants, les protégeait, les aimait à sa façon. Mais il les avait volés à leur famille, il les avait privés de leur vie normale. Elle descendit les dernières marches et entra dans la pièce. « Kasia !» Sa fille leva les yeux et son visage s'illumina d'une joie pure et absolue. « Maman, maman, tu es venue me chercher !» Kasia courut vers Anna et se jeta dans ses bras. Anna la serra contre elle, sentant ce petit corps chaud et vivant qu'elle avait cru ne jamais plus pouvoir tenir. Les 3 années et demie de douleur s'évaporèrent en un instant. Józef les regardait avec une expression de résignation paisible. «
Je savais que ce jour arriverait, dit-il doucement. Je savais qu'une maman finirait par les retrouver. Pourquoi? Demanda Anna, tenant toujours Kasia dans ses bras. Pourquoi avez-vous fait ça? Le vieil homme soupira profondément. Ma femme et moi, nous n'avons jamais pu avoir d'enfants. Quand elle est morte, je suis devenu fou de solitude. Ces enfants, ils étaient perdus, abandonnés pendant quelques minutes. Je me suis dit que je pouvais leur donner l'amour que j'avais à donner. Anna regardait les autres enfants. Ils semblaient en bonne santé, bien nourris, éduqués même. Joseph avait créé une famille alternative dans ce bunker isolé, une famille basée sur un acte d'amour déplacé mais sincère. Leurs parents les cherchent, dit Anna. Comme je cherchais Kasia, vous devez les laisser rentrer chez eux. Joseph hocha la tête. Je sais, j'ai toujours su que ce moment viendrait. Je voulais juste les protéger un peu plus longtemps. Anna appela la police dès qu'elle eut du réseau. L'arrestation de Joseph fut douce, presque mélancolique. Les enfants pleuraient en le voyant partir, et Anna comprit que, malgré tout, il avait été une figure paternelle aimante pour eux. Kasia eut du mal à réintégrer le monde extérieur. Elle avait vécu 3 ans et demi dans un environnement coupé de la réalité, avec 3 autres enfants comme seule compagnie. Anna dut faire preuve de patience infinie pour l'aider à se réadapter. « Maman, » lui dit Kasia un soir, blottie contre elle, « grand-père Joseph m'a dit que tu me cherchais tous les jours. C'est vrai? » « Oui, ma chérie, tous les jours, à chaque minute. Il disait que l'amour d'une maman était plus fort que tout. Il avait raison. » Anna serra sa fille plus fort, réalisant que Joseph, malgré son crime, avait préservé chez Kasia la certitude qu'elle était aimée. C'est était peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. Les autres familles eurent la même joie déchirante de retrouver leurs enfants. Certains s'adaptèrent rapidement, d'autres eurent besoin d'années de thérapie. Mais tous étaient vivants, tous étaient aimés, et était l'essentiel. Joseph fut condamné à une peine clémente, compte tenu de son âge et du fait qu'il avait bien traité les enfants. Il mourut en prison 2 ans plus tard, emportant avec lui le secret de son amour déplacé pour ses enfants qu'il avait sauvés en les volant. Anna et Kasia construisirent lentement une nouvelle vie ensemble. Les cauchemars s'estompèrent, les sourires revinrent, l'espoir reprit sa place dans leur petit appartement de Białystok. Parfois, Anna repensait à ces 3 années et demie de recherches acharnées, à tous ceux qui lui avaient dit d'abandonner, à toutes les fois où elle avait failli renoncer. L'amour d'une mère avait vraiment été plus fort que tout, plus fort que le désespoir, plus fort que la logique, plus fort que l'impossible. Et aujourd'hui, quand Kasia dessine à la table de la cuisine, Anna sait que chaque trait de crayon, chaque sourire, chaque « je t'aime maman », murmuré avant de s'endormir, est un miracle reconquis sur les ténèbres. L'histoire de la disparition mystérieuse de la route 58 était devenue celle de l'amour inconditionnel d'une mère qui n'avait jamais cessé de croire. Et quelque part dans les forêts de Massuri, là où Joseph repose maintenant, les arbres murmurent encore cette leçon éternelle. L'amour véritable ne connaît ni frontières ni obstacles, et une mère n'abandonnera jamais son enfant, même face à l'impossible. Chers amis, cette histoire nous rappelle que l'amour maternel est la force la plus puissante de l'univers. Combien d'entre nous ne feraient pas exactement comme Anna? Combien d'entre nous n'abandonneraient jamais l'espoir de retrouver notre enfant? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous cette fibre maternelle qui nous unit toutes, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos émotions. Likez cette vidéo si vous pensez que l'amour d'une mère peut vraiment déplacer des montagnes et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui célèbrent la force extraordinaire des femmes et des mères. Dites-nous en commentaire jusqu'où iriez-vous pour retrouver votre enfant. Votre histoire personnelle résonne-t-elle avec celle d'Anna? Nous avons hâte de vous lire et de partager ces moments d'émotion avec vous.